Quel est votre espace? Quel est votre temps? Où et quand vous êtes-vous formé? Et comment cela distingue les vôtres des autres? Tant de questions auxquelles on va peut-être répondre dans ce 20e épisode du Space Mountain. Attachez vos ceintures, ça va compter. Attends, c'est une prise de tête d'un autre monde. D'un autre monde. C'est quoi le Space Mountain? Bonjour ou bonsoir, en tout cas bienvenue dans le Space Mountain pour cet épisode qui, il me semble, débute la saison 2, comme on dit en podcast, mais franchement on s'en fout, hein, l'important c'est que ça continue. Alors aujourd'hui, pas de Michel, merci, mais il m'a salopé la moquette la dernière fois. Donc, malgré tout, nous allons quand même parler de lui, car qui dit décade dit retour aux essais, avec le livre 1, chapitre 49, des coutumes anciennes. Tout de suite, premier extrait. J'excuserais volontiers en notre peuple de n'avoir autre patron et règle de perfection que ses propres mœurs et usances, car c'est un commun vice, non du vulgaire seulement, mais quasi de tous hommes, d'avoir leur visée et leur arrêt sur le train auquel ils sont nés. C'est loin mais c'est beau, Montaigne. Alors, traduction. J'excuserais volontiers en notre peuple de n'avoir autre patron et règle de perfection. Alors le patron, c'est ici moins le boss que le modèle en couture, hein, c'est-à-dire qu'un peuple a un modèle qui peut être bénéfique ou non. Autre patron règle de perfection que ses propres mœurs et usances. Donc les usances sont les usages. Montaigne explique qu'il n'en voudrait pas à son peuple, et en vérité à n'importe quel peuple, de régler ses mœurs, ses usages, et donc de faire appel à ses jugements et valeurs. Donc de n'avoir autre patron, car c'est un commun vice, non du vulgaire seulement, mais quasi de tous hommes. Donc il précise tout de suite que, tout comme son peuple est n'importe quel peuple, le vice dont il va parler n'est pas circonscrit. Il ne frappe pas que le bas peuple, qui pourrait être considéré comme ignare, inapte à juger, mais quasi tous les hommes. Et donc ce commun vice, c'est d'avoir leur visée et leur arrêt sur le train auquel ils sont nés. Donc d'avoir la direction de leur regard comme l'endroit où celui-ci s'arrête, au niveau des choses qu'il a entourées depuis qu'il est né. Donc reformulons. Montaigne explique, d'une manière lumineuse et avec un découpage impressionnant, la manière dont il ne peut qu'être compréhensif et patient vis-à-vis de ses contemporains en ce qui concerne leur jugement. Il est normal, selon lui, que l'espace et le temps en lequel nous évoluons forment l'être humain que nous deviendrons. Et cela, des valeurs qui influencent le plus, aux petites habitudes dont nous ne pensons même plus. Un corps est le produit d'un espace et d'un temps. Il n'est de coutumes universelles qui soient partagées par tous, partout. Alors, bon, il existe bien quelques pratiques qui sont condamnées à peu près universellement. L'anthropologie nous renseigne sur des interdits qui sont refusés dans quasiment toutes les sociétés, donc en premier lieu l'inceste et le cannibalisme, mais même là, il peut y avoir débat selon les espaces et les temps. Donc bref, laissons de côté ces sujets un peu glauques, et retournons à nos coutumes. Quelques pages plus loin, il nous amène sur des choses qui peuvent sembler un peu triviales, mais qui de fait sont révélatrices de nos mœurs et usances donc. Il fournit des exemples de peccadilles qui forment des usages que nous ne remettons jamais en question. Rien qu'à voir que nous mangeons assis, que les Romains mangent couchés, ou que les Japonais mangent agenouillés. Tous ces rituels gastronomiques changent plus ou moins profondément l'expérience du repas, car à ce moment, nous ne faisons pas que manger, nous reproduisons des mœurs et usances qui nous précèdent, et auxquels nous participons en les faisant perdurer en fait. Pour citer Marcel Mauss, vous verrez la torture que vous donne par exemple un repas marocain pris suivant tous les rites. La façon de s'asseoir est fondamentale. Vous pouvez distinguer l'humanité accroupie et l'humanité assise. Et dans celle-ci, distinguer les gens à banc et les gens sans banc, les gens à siège et les gens sans siège. Le siège de bois porté par des figures accroupies est répandu, chose très remarquable, dans toutes les régions du 15e degré de latitude nord et de l'équateur des deux continents. Il y a les gens qui ont des tables et les gens qui n'en ont pas. La table est loin d'être universelle. Dans tout l'Orient, c'est un tapis, une natte. Bref, ça peut sembler logique que selon les pays, il y ait des différences de coutumes, mais, et c'est là que Montaigne nous amène,
il y a tout autant de différences au cœur d'un même espace. Car il cite, juste derrière, un exemple très contemporain concernant le busque, qui lui est beaucoup moins contemporain. Alors, pour expliquer, le busque, c'était l'armature du pourpoint ou du corset qui maintenait le vêtement. Mais, admirez plutôt. Quand il portait le busque de son pourpoint entre les mamelles, il maintenait par vive raison qu'il était en son vrai lieu. Quelques années après, le voilà avalé jusqu'entre les cuisses. Il se moque de son autre usage, le trouve inepte et insupportable. La façon de se vêtir présente lui fait un continent condamné l'ancienne, d'une résolution si grande et d'un consentement si universel, que vous diriez que c'est une espèce de manie qui lui tourneboule ainsi l'entendement. Alors je sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez un peu plus de quelques décennies, vous avez pu constater que c'est très précisément ce qui se produit depuis 30 ans avec les futales. Le pantalon homme était mince et porté plutôt haut. Les années passèrent, il s'élargit, passant du jean au baggy XXL et se porta parfois jusqu'aux genoux. Du coup, on a fait descendre les t-shirts pour ne pas trop révéler les sous-vêtements. Et depuis plusieurs années, il s'est mis à s'amincir, à remonter progressivement pour se porter haut, et se taille aussi moulant, voire plus que les pantalons femmes désormais. Busque, fut, même combat. L'usage évolue vite au sein d'un même espace-temps. Bon, revenons à Montaigne et à son paragraphe. Si la première partie est assez drôle, dans son exemple, le busque qui se porte à la poitrine puis qui descend et tout le monde trouve ça normal, la seconde partie est assez percutante parce que, comme il dit, la façon de se vêtir à telle époque pousse immédiatement à condamner la manière précédente, ou la manière à venir. Et pour mon exemple des futes, c'est tout à fait le sujet. On est tous prompts à nous moquer des gens pas à la mode, en oubliant soigneusement que, sérieux, on était tous fringués exactement comme ça il y a 5 ans. Hein. Et vu de l'extérieur, c'est plutôt l'étranger qui trouverait complètement débile, qui verrait son entendement tournebouler, que de voir qu'il est possible de se moquer ainsi d'une manière de porter un vêtement ou de se couper les cheveux. Et c'est ce que Montaigne explique également dans ce chapitre 49. C'est qu'autant il comprend pourquoi les coutumes forment les individus, autant celles-ci peuvent être bêtes et cruelles. Je me plains de sa particulière indiscrétion de se laisser si fort piper et aveugler à l'autorité de l'usage présent, qu'il soit capable de changer d'opinion et d'avis tous les mois, s'il plaît à la coutume. Souvent, mode varie. Et comme pour son exemple précédent, il est à noter qu'il se cache là une autre manière de juger les autres. Car, c'est une chose de juger dans l'espace et le temps la façon dont les peuples jugent les anciens ou les barbares. C'est une autre chose que de juger d'un autre temps ou d'un autre espace qui peut nous échapper, celui des nôtres. Il est assez évident que les coutumes éloignées nous paraissent immédiatement étranges. Mais même chez nous, la chose est aisée. Et c'est d'ailleurs ce qu'il disait beaucoup plus tôt, livre 1, chapitre 22. C'est à la vérité une violente et traîtresse maîtresse d'école que la coutume. Elle établit en nous, peu à peu, à la dérobée, le pied de son autorité. Mais par ce doux et humble commencement, l'ayant rassis et planté avec l'aide du temps, elle nous découvre tantôt un furieux et tyrannique visage, contre lequel nous n'avons plus la liberté de hausser seulement les yeux. La coutume a cela de pervers qu'elle nous étreint, sans que nous nous en rendions compte, et se perpétue, malgré nous, par nos actes comme par nos jugements. Et si c'est le fait de prendre l'habitude qui crée la coutume, alors la plus petite différence marginale devient suffisante pour juger pareillement nos contemporains. Après tout, y a-t-il beaucoup de différences entre celui qui mange par terre ou celui qui s'habille de différentes couleurs ? Vous pouvez vous promener dans une grande ville et ne faire que constater des divergences et des marginalités à chaque coin de rue, alors qu'à l'inverse, vous pouvez vous retrouver dans un pays à 2000 km de chez vous et vous fondre dans la masse comme si vous étiez en terrain conquis. Et d'un coup, le poids de la coutume se révèle pour ce qu'il est, une inclination de la norme. Et cette inclination est sans cesse renouvelée, car comme il le disait, celle-ci est capable de changer tous les mois, et c'est le regard de l'être d'usage qui jugera, ou non, la conformité à la coutume. Je sais que cela peut sembler tomber sous le sens de dire « en fonction d'où tu viens, cela change ce que tu es », mais deux choses. Première observation, à l'époque de Montaigne, l'on n'était pas si facilement dans le relativisme culturel. Il était facile d'essentialiser, de mépriser ou de mécomprendre, de traiter de sauvages ou de primitifs, des coutumes qui ne nous parlaient pas. Et partant de là, de ne pas voir ce que notre propre culture peut avoir d'archaïque, d'impensé, ou tout simplement de bizarre. Deuxième observation, vous savez ce qu'on dit, la paille dans l'œil du voisin, tout ça. Même si ça peut paraître évident, nous sommes tous, tout le temps, en train de juger selon nos critères ce que font nos voisins,
plus ou moins éloignés. Et même lorsque l'on pense avoir le recul nécessaire, il n'est pas rare que l'on se repose dans nos usages habituels, que l'on finit par juger comme naturels. Conclusion. Je laisserai l'idée de fin à l'auteur. Il n'y a si fin entre nous qui ne se laisse embabouiner de cette contradiction, et éblouir tant les yeux internes que les externes, insensiblement. Bon, déjà parce qu'il utilise embabouiner, mot avec lequel je suis immédiatement tombé amoureux. Mais aussi car il résume parfaitement le problème. Quand il dit que même le plus intelligent des humains peut voir se leurrer ses yeux internes comme externes, il dit que l'œil et l'esprit peuvent être trompés par le poids de l'habitude et oublier de mieux voir, de mieux juger. Et c'est là que Montaigne fait preuve d'un relativisme tout anachronique mais ô combien pertinent. Si chez moi, déjà, la mode de porter le pourpoint plus haut ou plus bas change chaque mois, cela ne relativise-t-il pas les différences de coutume et d'usage ? Et c'est ce qu'il excuse volontiers. Nous ne jugeons que d'où nous venons. Les autres peuples ont leurs coutumes, et nous les jugeons en fonction des nôtres. Mais, de même, notre peuple a moult usages que nous jugeons en fonction de ce que nous reconnaissons comme étant notre coutume. En somme, nous jugeons aussi loin que proche, les autres que les nôtres. Et le savoir, c'est déjà se laisser un peu moins aveugler par notre lieu ou par notre présent. Merci à toutes et à tous pour votre oreille attentive, ou vos oreilles attentives si vous en avez deux. C'était le 20e épisode du Space Montaigne consacré aux essais sur le livre 1, chapitre 49, des coutumes anciennes. En attendant le prochain, je vous encourage à réécouter les précédents afin de juger si, quelque part, j'ai pu vous embabouiner. Je vous retrouve très vite.